Chers amis, bonjour. Pierre Van Vliet, la suite. On a été très long la fois passée, on avait plein de choses à se dire, vous l'aurez compris. Et on espère que ce deuxième épisode va vous plaire et on vous attend d'ores et déjà le 11 mai. Enfin, du moins on l'espère, parce que vous savez qu'il est urgent d'attendre. À très vite. Bon, eh bien écoute, on va peut-être parler un peu course maintenant. C'est quand même ce qui t'anime le plus. Enfin, le plus, je ne sais pas, mais c'est ce qui t'anime. Au quotidien. Au quotidien. Donc, tu as parlé IndyCar. Comment se passe le début de saison? Bon, écoute, l'IndyCar, c'est vraiment un championnat très différent de la F1, mais voilà, ils sont complémentaires. L'IndyCar, tout le monde a la même voiture, grosso modo. Donc, il y a vraiment des écarts très faibles. Il n'y a pas de balance de performance. Non, il y a un nivellement par le haut maintenant, parce qu'il y a vraiment quasiment que des top teams. Il y a des jeunes pilotes, il y a une nouvelle génération qui arrive, mais il y a des quadragénaires qui font de la résistance. Donc c'est très sympa. Et ce que j'aime bien en IndyCar, c'est la variété aussi, où on passe d'un circuit routier à l'ancienne, comme Barber, Alabama, les circuits urbains comme St. Petersburg en Floride, en bord de Marina, et puis le super speedway du Texas à 360 à l'heure de moyenne. Donc ça, voilà, ça donne du... Et tout ça avec des voitures qui sont aménagées, je suppose au niveau aéro. Oui, voilà. Les voitures restent les mêmes. Oui, c'est les mêmes, mais il y a un package pour les speedways, les super speedways, qui est forcément différent. Mais ils ont l'aéroscreen maintenant, hein, donc ce système qui est l'équivalent du Halo, mais à l'américaine. Qui est plus esthétique. Hein, qui est un cockpit, quoi, voilà, un peu comme un cockpit d'avion. Oui, ils ne font pas tous la totalité du championnat. Je prends cas Grosjean, il ne fait par exemple pas les speedways. Oui, mais c'est très rare. C'est un des rares que, voilà, il y a un ou deux pilotes qui ne font pas les ovales. Il a bien fait de ne peut-être pas aller sur les ovales parce que ça doit être une technique très différente. Oui, mais il va apprendre, il va aimer. Je suis sûr que comme il a l'air d'être sous le charme, il va sans doute faire un mini ovale, un one mile ovale en fin de saison à Gateway et puis il va tester et si ça lui plaît, évidemment, il va faire Indianapolis comme tout le monde. Oui, c'est peut-être la seule course qu'il fera. Formule 1, tu as vu comment? Tu vois comment le début de la saison? C'est intéressant, il y a des challenges. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'effectivement, les Mercedes ont été un peu de façon peut-être un peu artificielle, un peu plombée avec ce changement d'aéro, hein, le fond plat, le rake comme on dit, et ce qui a pénalisé autant les Mercedes noires que les Mercedes vertes maintenant, puisqu'elles ne sont plus roses, hein, les Aston Martin. Et donc du coup, ça resserre un peu les forces en présence avec Red Bull qui est maintenant au niveau de Mercedes, peut-être même un peu devant. Et donc on a un vrai match, on a un duel entre Hamilton et Max Verstappen, ce qui est quand même du très lourd. On attend, on aimerait bien, ce sera pour 2022, que Ferrari soit à ce niveau-là aussi, parce qu'un Charles Leclerc, c'est du même niveau, hein, c'est de la pépite. Et donc, oui, moi je pense qu'on a des courses plus ouvertes que les années précédentes. Et là aussi, on a des changements de décor qui me plaisent assez bien, comme aller à Portimao au Portugal. Là, c'est quand même chouette parce que c'est un circuit formidable, c'est une montagne russe. Et c'est très sélectif aussi sur le plan du pilotage. Sur les pilotes, sur les jeunes générations, ça a l'air de bien bouger. Là, tu parles de Charles Leclerc, mais c'est déjà plus un jeune. Enfin, c'est toujours un jeune, mais il a quand même du métier maintenant. Quand tu vois Lando Norris, comment il marche. Et la McLaren, d'ailleurs, qui marche très fort aussi. La McLaren aussi. Non, ça veut dire que il y a vraiment... Moi, je suis toujours bluffé par ces jeunes pilotes parce qu'ils ont 20 ans à peine et ils sont déjà des adultes dans un sport hyper sophistiqué où ils doivent traiter des informations et traiter avec des ingénieurs qui sont les plus grosses têtes qui soient. C'est vraiment bluffant. IndyCar aussi, dimanche dernier, c'est Colton Herta qui gagne, il a 21 ans. Place aux jeunes quand ils sont compétents. Oui, et puis bon, il y a aussi des quadras qui sont toujours compétitifs. C'est valable en F1 aussi. Hein. Lewis, il commence à dater. Fernando Alonso, c'est quand même un challenge extraordinaire. Et on est curieux de voir la suite, quoi. Voilà. Alors, Russell, tu le vois comment? Parce que pour l'instant, c'est difficile de le juger. On a pu le juger sur une course, mais tu le sens bien? Oui, Russell, parmi ces jeunes, justement, c'est un de ceux qui ont le niveau pour gagner des grands prix. Il l'a prouvé quand il a eu la Mercedes à Sakir. Alors bon, l'accident à Imola avec Bottas, on peut discuter, mais c'est peut-être une erreur de jeunesse. Mais c'est un endroit très délicat, c'est un circuit hyper dangereux. Imola, quand même, à l'ancienne, c'est très étroit. Et quand il pleut, vu les vitesses atteintes, c'est quand même
extrêmement chaud. Et on a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de blessés parce que la trajectoire sèche, voilà, c'est étroit. Donc Russell, il y va. Alors évidemment, il est jeune, c'est son tempérament. Il se fait qu'en plus, c'est Bottas et c'est peut-être sa voiture. C'est peut-être sa prochaine voiture. Donc, il est tenté d'y aller, donc c'est normal qu'il y aille. Bottas, pour moi, il n'a rien fait de mal dans cette affaire. Tort partagé. Oui, même pas. Enfin, mais bon, c'est un incident de course. C'est un incident de course. Qu'on laisse rouler. C'est un incident de course parce que voilà, la course, c'est aussi ça. Il faut de temps en temps aller à l'abordage. Formule 1, tu vois d'autres choses à dire Ça reste quand même un événement extraordinaire et un événement mondial parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est quand même 300-400 millions de téléspectateurs chaque week-end. Oui, et il n'y a pas grand-chose d'autre pour l'instant. Pas grand-chose d'autre. Et moi, je suis bluffé par la manière dont la F1 a organisé et continue à organiser les Grands Prix avec un protocole extrêmement strict, mais qui est cité en exemple partout parce qu'il y a très peu de cas positifs. Et bon, alors pour l'instant, ils tournent à perte, mais ces Américains ont aussi cette volonté entrepreneuriale. Ils investissent dans l'avenir, dans un produit auquel ils croient. Alors la saison dernière, ça a coûté 1,5 milliard, je crois, à Liberty Media. $2. Celle-ci, ça va encore coûter certainement 1 milliard. Donc il faudra amortir tout ça, mais ils sont sur le long terme, ils sont dans une vision quand même beaucoup plus... Oui, ils sont à long terme, et on voit qu'il y a des sponsors qui arrivent, des nouveaux sponsors. Oui, tout à fait. Beaucoup plus entrepreneurial que Bernie, et aussi plus moderne, on est au XXIe siècle, et plus américaine. Donc je pense que le Grand Prix à Miami, et puis peut-être encore un autre, et peut-être l'arrivée d'autres... il y a déjà pas mal de sponsors américains, ou disons qui ont beaucoup d'intérêt américain. Ce qui manque, c'est un pilote américain. Donc il faudrait effectivement qu'un Colton Herta, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, tente sa chance en F1, parce que ça reste un sport, même si c'est technologiquement exceptionnel, ça reste un sport où c'est l'humain. Oui, il y a le côté national malgré tout. Oui, et puis c'est la figure du pilote, c'est le chevalier. Malgré tout, les gens suivent la F1 et ils parlent davantage des pilotes que des voitures, à part peut-être la voiture rouge. C'est malheureusement pas ce qui va nous ramener un pilote américain. Il y a de belles autos. À propos de voitures américaines et de pilotes américains, quand même, Dan Gurney et Legal, bon, on l'a mise là parce que c'est ma préférée. C'est une victoire extraordinaire à Francorchamps. Oui. Et puis c'est la voiture de mon premier Grand Prix. J'avais 12 ans, j'étais en culotte courte, et j'étais à Francorchamps ce jour-là, et j'ai vu cette voiture gagner avec ce doux cylindre, bon. Séquence nostalgie, on ferme la parenthèse. On avance sur la technologie, Formule E. Début de saison difficile, ils sont en train d'étoffer l'agenda, qui était quand même très très cut. Oui, mais eux aussi font preuve d'une belle volonté, et là ils ont bouclé un calendrier, donc alors c'est quand même pas évident de déplacer le Barnum. Vous savez qu'ils ont été envoyés toutes les voitures par bateau, parce que ça se transporte par bateau pour être écologiquement correct, à Santiago du Chili en janvier, et puis comme ils ont annulé là-bas, ils ont dû rapatrier le matos. Donc bonjour l'organisation. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est quand même pas mal. Et puis là, on a eu un e-prix sur un circuit routier, plus ou moins, donc c'est une première. Là, on a Monaco qui arrive sur le grand tracé. Ce qui est sympa sur le grand tracé, ce sera moins Mickey Mouse qu'avant. Oui, ça va être très intéressant. Est-ce qu'ils vont être à court de batterie comme le week-end dernier? Non, c'est un cas particulier le week-end dernier. C'est un concours de circonstances. Disons, le fait qu'il y ait eu 5 safety cars, le règlement n'avait pas été prévu pour, et donc voilà, à un moment, ils doivent appliquer le règlement. C'était effectivement un peu une course par élimination, mais bon. En attendant, c'est quand même une discipline qui s'est imposée, et vu l'évolution de l'industrie automobile et de l'électrification et l'hybridation, c'est clair que ça a sa place et que ça va évoluer. Moi, je pense que la troisième génération de Formule E qui arrive dans un an ou la suivante, ça va être des voitures qui vont faire 500, 600 chevaux. On va se rapprocher des performances, sinon de la F1, de la F2, et quelque part, peut-être le concept uniquement course en ville va devenir un peu plus compliqué. À terme, la F1 devra peut-être aussi s'électrifier, donc il n'est pas exclu que ça fusionne même dans 10 ans. Dans 10 ans. Oui. Mais bon, il se fait que ce sont les mêmes capitaux qui sont derrière la F1 et la Formule E. C'est John Malone et Liberty Media ou Discovery, enfin c'est le même groupe, quoi, c'est les mêmes investisseurs. D'accord, donc tu sens bien la Formule E, tu aimes bien,
Moi, je suis fan depuis le début parce oui. que ça a le mérite d'être D'exister, novateur, de coller à l'actualité automobile. Et puis d'être un concept quand même très, très différent. Moi, j'aime bien le format très ramassé sur une seule journée et le niveau aussi de pilotage et de préparation des écuries, c'est très, très professionnel. C'est le deuxième championnat après la F1. En termes de notoriété de pilote. Oui, et je dirais de masse salariale, parce que c'est un des rares championnats où tous les pilotes sont professionnels et tous les pilotes sont payés. Donc, souviens-toi, il y a 2-3 ans, je te disais, il y a plus de pilotes de Formule 1 en Formule I qu'en Formule 1. C'était une boutade, mais ils étaient tous là. Voilà. En tout cas, beaucoup de pilotes qui n'ont pas eu vraiment leur chance en F1, mais qui ont du talent et qui ont du mérite. Comment va Jérôme? Tu sais que tu es proche de Jérôme. Oui, mais bon, Jérôme il a passé le volant, si j'ose dire. Il est quoi, manager? Il est manager, enfin il est team principal. Il est l'adjoint donc de Suzy Wolff. Suzy Wolff qui n'est pas vraiment présente sur le terrain, en tout cas le terrain de l'atelier, enfin de la petite usine Venturi à Monaco, enfin chez Gildo Pastor. Jérôme habite à 200 mètres, donc c'est assez pratique. Donc il gère l'équipe au quotidien, vraiment, et pas seulement sur le circuit. Non, il est très heureux. Il est très heureux de sa reconversion et il a une vraie ambition dans ce domaine-là, dans le management. Et il est quand même dans le premier cercle de Toto Wolff, avec Suzy. Ça n'a pas été des inconvénients. Et Toto, c'est quand même lui qui tient la boutique aujourd'hui dans le sport automobile, au sens large, parce qu'il a vraiment ses doigts dans tous les pots de confiture. Et pour Jérôme, c'est bien d'être dans le sillage d'un gars comme ça, parce qu'à moyen terme, il peut faire carrière, peut-être revenir en F1 avec Mercedes dans un rôle qui lui convient. Bon, ben c'est bien de ne pas avoir fait la saison de trop, d'avoir arrêté alors qu'il était encore très très rapide et il était. Oui, il continue à faire des podiums, à gagner des courses tous les ans et à très bien gagner sa vie. C'est quand même pas négligeable. Non, c'est pas mal. Dis-moi, alors, puisqu'on parle électrique, je vais te titiller sur c'est Xtreme que ça s'appelle Extreme E. Extreme E. Parce que là, j'avoue qu'on en a un peu parlé, moi, ça me laisse songeur. C'est très Mickey Mouse. Non, c'est aussi une nouvelle discipline. Concept. Voilà, un concept, c'est un Dakar électrique. Alors bon, ça se rapproche plus du rallycross que du Dakar, parce que c'est d'un format très court, évidemment, vu l'autonomie des batteries aujourd'hui. Mais on voit que Alejandro Agag et sa bande, ils osent, ils entreprennent, ils tentent des trucs, ils se préparent très bien, ils sont très bien financés, et tu vas voir que alors, le format qu'on a vu en Arabie Saoudite sera très différent, je pense, dans d'autres décors, puisqu'on va quand même avoir des décors assez exceptionnels, dans le but aussi d'attirer l'attention sur le réchauffement climatique. Et je crois que les constructeurs vont se précipiter là-dedans comme ils sont précipités en Formule I, parce que regarde les gammes aujourd'hui électriques des constructeurs, partout. C'est des SUV, SUV électriques, donc ils vont y aller, c'est obligé. Alors, rallye, on ne va pas trop parler, voilà, ça n'a plus la dynamique que ça a eu, bien qu'il y a trois pilotes. Les constructeurs ont quand même re-signé pour la version hybride. Oui, enfin, version hybride, et l'hybride permet de faire les liaisons. Oui, bien sûr, mais enfin, au moins, c'est politiquement le rallye correct. doit évoluer aussi dans le sens de l'hybridation. Et puis, on a Thierry Neuville, on a quand même un champion du monde en puissance belge, alors... Il ne faut pas cracher dans la soupe. Ah non, mais moi j'aime bien, mais je sais que toi tu rallies, tu es un peu moins c'est moins ma tasse de thé, mais, voilà. mais Thierry c'est un immense talent et avoir la chance en Belgique d'avoir un pilote de ce niveau-là, waouh. Oui, et puis au-delà de ce qu'il est, il draine derrière lui les jeunes et il y a la vocation, il y a l'émulation qui est intéressante. Comme Stoffel en Formule I, parce que Stoffel est pilote d'usine chez Mercedes, ça n'est pas rien. Et il gagne des courses et il est en tête du championnat. Donc, oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de pilotes. On peut être fier d'être belge. Voilà, oui, on ne va pas se flageller. Voilà. Ce que moi, je ne sais plus comment je dois l'appeler, c'est plus le sport proto, c'est plus le WEC, c'est l'endurance. Là, d'ici 2-3 ans, il y a une voie royale. Là, on risque de s'amuser très très fort. Oui, il y a un renouveau de l'endurance, là aussi avec les nouvelles technologies, hybrides, LMDH, etc., hypercar, et le fait surtout que on a des grands constructeurs qui reviennent. Alors, ils reviennent à des niveaux différents, dans des règlements différents. C'est pas très clair. Ça ne va pas être facile. La balance de performance, là, elle ne sera pas simple. Non. Alors, pour les performances, oui, mais les budgets, ça va être très déséquilibré. Mais bon, avoir Ferrari qui revient, avoir Porsche, Audi et les autres, Peugeot, Toyota. Alpine. Voilà, avoir tout ça pour le centenaire de 24 heures du Mans en 2023, ça va être... Champagne. Ça va être du caviar. Champagne. On a vite vu un peu trop vite. On a fait un tour d'horizon.
Dans les Belges, tu as cité Stoffel, tu as cité Neuville. Est-ce qu'il y a un petit jeune bon, il y a le petit De Wilt, mais là, il fait un petit pas en arrière. Non, on aime bien les Belges, et quand il y a un jeune Belge qui essaye, on essaye de l'aider. Mais bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, être un bon pilote ne suffit pas. Il y a des centaines de jeunes pilotes qui ont la compétence pour courir. Ça coûte tellement cher que s'il n'y a pas aussi un montage, je dirais, entrepreneurial presque derrière, et qu'on ne commence pas vraiment au berceau, c'est quasiment mission impossible. Même si il n'y a pas de recette miracle, ce n'est pas une science exacte, et on voit quand même des pilotes arriver à travers les filières essentiellement, mais des pilotes qui arrivent sans aucun soutien financier ou sans une famille aisée. Donc, voilà. On pourrait en avoir un. Ça peut arriver. Bon, c'est bien. Alors, tu sais, tu as vu qu'on a une tradition, c'est le sucré-salé. Bien sûr. En théorie, mais toi, tu rentres tout à fait dans le critère que pour les pilotes, parce que tu as été pilote aussi, on l'oublie trop souvent. Combien de départs? Plutôt chauffeur du dimanche que pilote, mais j'ai dû faire 200, 250. Ah oui. Donc, j'aurais dû commencer par le sucré-salé. Bon, j'ai couru pendant 20 ans, alors bon, à un niveau... Ah non, mais moi je te vois encore sur la Peugeot avec Jacques Lafitte. En Procar, oui. En Procar. Puis souvent dans des trucs monotypes où j'étais invité, parce que sous le fallacieux prétexte que j'étais journaliste, voilà. Mais j'ai pu conduire de très belles voitures comme ça, tu vois, j'ai pu faire de la coupe Porsche, le trophée Venturi, Lamborghini Super Trofeo, ou voilà, Renault Sport Spider, ou Clio V6. Mais bon, en faisant une course de temps en temps, forcément... Oui, enfin, c'était ta passion qui t'animait. Oui. Il n'y a qu'en Procar où j'ai pu faire 3-4 saisons, ou peut-être même plus, et où j'avais un peu plus d'entraînement et où j'étais un peu moins ridicule. Bon, eh bien, je vais te poser les questions traditionnelles. Sucré ou salé? Moi, j'allais dire caramel beurre salé, c'est-à-dire un peu aigre-doux. Tu sais qui est caramel, hein? Oui, absolument. Alors, chaud ou froid? Plutôt chaud, évidemment, parce que voilà, plage ou montagne? Je suis un homme du soleil, et plutôt plage, par définition aussi. Mais je suis né au soleil, donc voilà, c'est pour ça que j'y retourne. Je t'ai surnommé Monsieur Météo, parce que toutes les semaines, on voit la température, on voit les photos sur la plage. Je ne te cacherai pas qu'il y a des jours où tu m'emmerdes royalement. Oui, je sais, mais c'est un clin d'œil, mais c'est vrai que l'hiver, là-bas, c'est exceptionnel. Donc, voilà, la douceur de vivre qui accompagne ça, le grand ciel bleu tous les jours, la lumière, enfin voilà. Voilà. Blonde ou brune à la plage? Alors moi, aujourd'hui c'est devenu grise malheureusement, parce que forcément les nanas de ma génération, voilà, alors elles sont ni blondes ni brunes, elles sont plutôt grises. Oui. Hein. Il y a un peu plus de sel que de poivre chez moi aussi, donc voilà. D'accord, c'est pas mal. On ne me l'avait pas encore fait. On m'a dit rousse, on a dit tout, mais voilà. Trouver le grand amour ou gagner à l'Euro-Million? Alors bon, comme la plupart des gens... plutôt le grand amour, mais c'est vrai que j'ai bien aimé, je ne sais plus qui avait dit, en gagnant à l'Euro-Million, on a peut-être un peu plus de chances de trouver le grand amour. Oui, ça me paraît très réaliste. Être riche, un peu cynique. Être riche et triste, ou être pauvre et drôle? Écoute, heureux. J'espère que je suis drôle, en tout cas je suis heureux. Je te pose les questions pas pour moi, je connais tes réponses, c'est pour nous. Et donc je suis pauvre, mais je suis extraordinairement riche de la vie que j'ai eue. Et voilà, alors l'aspect matériel, on est quand même tous des privilégiés. Hein, donc, oui, on va pas se plaindre. On va arrêter de se plaindre. Voilà. Changer le passé ou pouvoir inventer l'avenir? Alors, tout le monde répond à la même chose aussi, mais moi, je suis plutôt un nostalgique. J'aime beaucoup me retourner et me plonger dans le passé. Je suis en train de faire un bouquin sur le centenaire du circuit de Francorchamps. Et là, on traversait un siècle de l'histoire de sport automobile, dont l'Eagle en 67. Et voilà, moi, je suis pas passéiste, hein, je ne suis pas mélancolique, mais je suis volontiers nostalgique. Maintenant, inventer l'avenir, oui, mais c'est peut-être plus à nous de le faire, c'est au suivant. D'accord. Alors, je vais te poser des questions un peu plus décalées. Martin Buginaro ou Olivier De Wilt? Si tu préfères, si ça t'ennuie, parce que je sais que Martin est dans ton équipe, j'ai dit Gaëtan Vigneron ou Olivier De Wilt? Non, mais Olivier ou Martin, forcément...
Martin, c'est le Olivier du 21e siècle. Hein. Donc moi, j'ai connu Olivier dans le rôle de Martin, et c'est assez sympa, je trouve, qu'ils se soient retrouvés parce qu'ils ont la même passion et la même énergie. Et donc voilà, alors aujourd'hui, moi je travaille davantage avec Martin, mais j'apprécie beaucoup Olivier. Mais puisque tu parles de Gaëtan, c'est vrai qu'on peut aussi faire la comparaison, parce que moi j'ai vu arriver Gaëtan il y a 30 ans, hein, parce qu'il y a 30 ans qu'il fait ça. Et on a fait le même métier pendant 15 ans. Oui. Donc exactement le même métier dans le sens où on commentait la même course à la même heure, on fait la même chose. Oui. Simplement, voilà, on n'est pas tout à fait dans le même contexte, mais c'est pas tellement une question de moyens techniques, hein, c'est finalement, on raconte une course. C'est comment tu fais passer ta passion. Voilà, c'est pas... À l'époque, on avait même constaté qu'on était payé la même chose au franc près. Ah, c'est intéressant. Mais sauf que ce n'était pas les mêmes francs. Évidemment. Ah oui, donc tu étais payé 6 fois plus cher, 6 fois plus, oui, 6,20. En plus, c'était vrai. On s'est marré, parce que Gaëtan n'est pas quelqu'un de jaloux ou d'envieux. Non, et je dois dire, moi, tu le sais, j'aime beaucoup Gaëtan. Ça ne doit pas être facile de faire ce qu'il fait avec des bouts de ficelle, parce qu'il n'y a pas de moyens par rapport aux autres. Oui, voilà. Et puis surtout, il porte à bout de bras la F1, qui est quand même très populaire sur la RTBF, donc bravo. Alors, Senna ou Prost ? Là, on en a pour 1 heure. Oui, mais je vais te répondre les deux, parce que j'ai eu la chance justement de côtoyer les deux et d'être proche des deux à la grande époque de leur duel, de leur cohabitation. Mais bon, j'ai connu Alain à l'école de pilotage Winfield au Paul Ricard quand il était personne. J'ai connu Ayrton, si pas à Nivelles au karting, en tout cas en Formule Ford à Zolder ou à Snetterton. Et donc Ayrton avant qu'il soit une star. Donc quand vous connaissez des champions de cette dimension-là, avant qu'ils soient des stars, le rapport n'est pas le même par la suite. Et puis bon, j'étais de leur génération. Oui. Aujourd'hui, c'est pas plus compliqué, mais le rapport est quand même différent. Est-ce qu'il y a toujours, je sors un peu du sucré-salé, est-ce qu'il y a toujours cette complicité entre journalistes et pilote, parce que moi à l'époque de Roger Piron, on partait avec la caravane chez Olivier Jean Debien au Mas des Piboules, et quand Olivier voyait Roger, il serrait dans les bras et moi j'étais sidéré. Est-ce que ça existe encore ou c'est plus cloisonné? Oui, enfin, je veux croire que ça existe encore maintenant, mais ce que tu dis, moi je ne suis pas dans le genre passéiste où dire c'était mieux avant et moi j'étais copain avec les pilotes et aujourd'hui ils sont plus copains, etc. Alors bon, l'environnement des paddocks de circuit, on voyage plus ensemble de la même manière. Moi, j'ai vécu une vie de bohème pendant 20 ans où je vivais avec les pilotes. On vivait ensemble. Bon, en plus, j'habitais Monaco, j'étais passager clandestin sur Boutsen Airlines. Et voilà, donc on était très proches, mais de nouveau en étant de la même génération. Aujourd'hui, moi, je vois des gars comme Julien Febvreau à Canal+, qui est hyper proche de Romain Grosjean ou de l'Esteban ou de Pierre Gasly, etc. Et donc ça existe encore, cette forme de complicité, même si il y a plus... C'est plus cloisonné malgré tout. Oui, il n'y a plus la convivialité qu'il y avait avec, et voilà. Je crois que hors circuit, ils se fréquentent moins ou quasiment pas du tout. Alors que moi, j'avais la chance de vivre avec eux. On partait en vacances ensemble entre les Grands Prix. J'ai 1000 anecdotes à raconter, mais enfin, on va pas tirer à la ligne. On va faire Pierre PVV la suite. Formule 1 ou IndyCar? Je veux aussi dire les deux, mon général, parce que j'adore les deux. J'ai toujours adoré les deux. Bien connu. Oui, bien sûr. Tu peux. Et franchement, j'ai été en IndyCar avec Didier Thys en 1980 et quelques, scrogneux. Donc j'ai toujours apprécié les deux et je couvre les deux championnats depuis 40 ans. Oui, moi je me souviens, j'étais dans l'avion, j'allais rejoindre Éric Bachelard qui avait fait aux essais pré-qualif machin, et c'était top. Et quand je suis arrivé, il avait été dans le mur. Et donc voilà. Ça c'est Indianapolis. Indianapolis, c'est il y a deux catégories de pilotes à Indy. Il y a ceux qui ont été dans le mur et il y a ceux qui vont prendre le mur. D'accord. Et puis la dernière, mais j'ai déjà la réponse, Marbella ou Monaco, les deux aussi, mais en général, parce que c'est deux époques différentes. Oui, c'est deux époques différentes, mais aujourd'hui, c'est franchement Marbella, parce que je trouve que Monaco, aujourd'hui, c'est devenu une ville avec tous les inconvénients d'une ville, la pollution, le parking, le côté... Bon, en plus, ils font des travaux pharaoniques, c'est complètement dingue. Oui, depuis longtemps, ça n'arrête pas. Depuis longtemps, donc c'est bruyant, voilà. Et puis, c'est
beaucoup plus bling-bling que Marbella, même si on peut en parler. Et donc voilà, mais c'est aussi une question de stade de vie, tu as raison. Aujourd'hui, Marbella, certainement. Bon, eh bien, je viens très vite à Marbella. Voilà, bienvenue. On pourra faire des émissions de là-bas, d'ailleurs. Pourquoi pas. Les membres ne s'en apercevront pas trop. On fera ça les pieds dans l'eau. Voilà. Bertrand va bien? Bertrand Gachot? Bertrand va très bien. Il est à Marbella la moitié du temps, il est à Dubaï l'autre moitié du temps, mais il est en pleine forme. Et il est toujours aussi passionné d'ailleurs de sport automobile, même si ce n'est plus son quotidien aujourd'hui. Non, il est plus sponsor. Son fils ne roule plus. Son fils ne roule plus, voilà. D'accord. Il a d'autres chats à fouetter, mais son business est toujours aussi fructueux et il est bluffant dans son rôle d'homme d'affaires, de visionnaire. Eh bien, écoute, Pierre, ça m'a fait hyper plaisir de papoter avec toi. On va continuer, puisqu'il reste 3 personnes, ou 4 ou 5, les 5 membres Pitlane qui nous regardent, donc on peut le faire. On peut le faire en tête à tête. On en fera d'autres. Et puis, à très vite, déjà le 5 mai. Merci. Le 11 mai, j'ai dit le 5, mais le 5, on ne peut rien faire. Bienvenue à la maison. En tout cas, je suis content d'être de retour à la maison. Donc, à très vite. Voilà. Merci à tous.